Bonjour à tous. L'Assemblée nationale, le 7 octobre 2021, a voté à l'unanimité l'abeille, grande cause nationale 2022. En région Centre-Val de Loire, près d'une cinquantaine de nos parcs et jardins possèdent des ruches et beaucoup font appel à un apiculteur local. En ce début de printemps, quoique particulier en termes météorologiques, l'attention afin de maintenir la lutte contre le frelon asiatique est de mise. En effet, ce prédateur d'insectes apparu en France en 2004 est malheureusement toujours aussi présent. Sa consommation d'insectes en général, mais d'abeilles en particulier, occasionne de sérieux dégâts au sein de l'entomofaune, mais aussi sur les ruchers se trouvant dans son périmètre de chasse. Pour nous en parler, j'accueille Dominique Sénat, vice-président et porte-parole adjoint de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Bonjour à tous, bonjour Michel. C'est un grand plaisir pour moi de venir vous parler, vous commenter la présence de ce frelon asiatique dans notre hexagone, mais aussi de ne pas relâcher l'attention ni la pression sur sa présence. Nous sommes au mois d'avril, on voit bien que la météo est compliquée en ce début de saison, mais restons persuadés que le frelon asiatique va de nouveau faire des ravages dans les ruchers, certainement, mais dans l'ensemble de l'environnement, ça c'est aussi certain. Voilà. Donc, état des lieux, son apparition. Frelon asiatique et son vrai nom Vespa velutina nigrithorax, apparu en France dans les années 2004-2005. Aujourd'hui, nous savons que c'est un seul individu femelle fécondé qui est arrivé par la voie des échanges commerciaux mondiaux. Eh bien, 17 ans après, il est toujours aussi présent et il commet toujours autant de dégâts et de ravages dans l'environnement. Particularité, description, beaucoup nous disent le frelon asiatique est plus gros, j'en ai vu. Erreur, le frelon asiatique est légèrement plus petit que le nôtre, je dirais. Le nôtre, c'est Vespa crabro, frelon commun, qui est, lui, est de taille supérieure à ce frelon asiatique. Particularité et différenciation, frelon asiatique, de son vrai nom, comme je vous le disais, Vespa velutina nigrithorax, thorax noir. Quasiment l'ensemble de son corps est noir, sauf l'avant-dernière partie de son abdomen, donc comme on peut le voir, l'avant-dernier anneau qui est plutôt jaune-orangé, et frelon asiatique a les pattes jaunes. C'est vraiment deux signes caractéristiques de cet individu. À l'inverse, notre frelon à nous, eh bien, a les pattes plutôt sombres, quelle que soit l'espèce, et un abdomen plutôt jaune. Voilà une façon simple de les identifier et de les reconnaître. Donc ce frelon, nous sommes au mois d'avril, début de saison, printemps. Son cycle va démarrer. Là, je vous donne un cycle biologique pour information, mais il va falloir plutôt être attentif à la météorologie, à la présence de zones nectarifères, de zones de butinage, parce que dans un premier temps, nous sommes dans le quart décembre-mars. Là, les fondatrices qui sont parties hiberner, et je dis bien hiberner pour ne pas dire hiverner, qui sont parties hiberner individuellement, vont ressortir de leur hibernation dès que la température va être suffisante au niveau redoux, mais aussi au niveau ressources, c'est-à-dire dès qu'on va avoir des floraisons suffisantes pour que ces individus qui sont partis hiberner puissent aller de nouveau se refaire une réserve de glucides, un peu à l'image de tous ces animaux qui vont hiberner, l'ours entre autres, hein, qui hiberne pendant 6 mois. Eh bien, pendant 6 mois, il va vivre sur ses réserves et ensuite il va reconstituer ses réserves dans le restant de l'année. Eh bien, le frelon asiatique, la femelle fondatrice, c'est à peu près son mode de fonctionnement où là, elle va ressortir de son hibernation. Elle est épuisée. Et c'est à elle, en fait, que va revenir la charge du développement de l'ensemble de la colonie tout au long de la saison. Donc, on voit avril, ce petit nid, mais j'en reparlerai plus loin. Donc, c'est la fondatrice qui est seule, qui est en charge de la construction, de la ponte des premières générations, etc. On va s'orienter vers mai, juin, juillet, où là, à partir du moment où plusieurs générations de premières ouvrières vont être pondues et entretenues par cette fondatrice, eh bien, ces premières ouvrières vont prendre le relais pour la continuité du développement du nid. Juillet-août, là, on va s'orienter vers le développement maximal de ces nids.
On ne sait toujours pas pourquoi. Est-ce un manque de place? Est-ce une organisation? Est-ce une évolution? De ces nids primaires, eh bien, les frelons vont migrer vers des nids dits secondaires et souvent à très haute altitude dans la végétation, quoique. Septembre-octobre, c'est là où vraiment la prédation est maximale parce que les populations de frelons dans ces nids énormes, mais pareil, on développera un petit peu plus loin, où les populations de frelons sont tellement importantes qu'il leur faut énormément de protéines pour alimenter leurs larves. Et là, ils causent des dégâts monumentaux dans l'entomofaune, c'est-à-dire dans tous les insectes sauvages, mais essentiellement aussi sur les colonies d'abeilles dites domestiques, puisque le frelon asiatique a compris qu'il avait un garde-manger à disposition, donc il ne s'en prive pas. Et là, on revient sur novembre, octobre-novembre. Pareil, ce sont des points de référence, mais il n'y a pas de date précise, où vous avez des femelles qui vont quitter les nids individuellement pour partir se faire féconder individuellement et ensuite aller hiberner individuellement. De nos connaissances aujourd'hui, le restant du nid va mourir. Et là où c'est intéressant quand même, c'est que les nids d'une année ne sont jamais recolonisés l'année suivante. Et ensuite, on repart sur le cycle décembre, janvier, février, hibernation. Mars, avril, selon les températures, selon les régions, eh bien, la réémergence de ces individus fécondés qui vont être en charge d'un nouveau cycle sur l'année suivante. Voilà ce que l'on peut dire sur le cycle biologique du frelon asiatique. Et là, cette image vous montre en l'espace de 15 jours cette fondatrice qui vient de sortir de son hibernation et qui va construire son petit nid primaire. On voit bien qu'elle démarre par un pivot. Donc ça a la grosseur d'une balle de tennis globalement et l'individu est seul. Et c'est là où c'est également très intéressant parce que l'objectif, c'est que nous tous, à partir du moment où nous savons ce que c'est, eh bien c'est à nous d'aller détecter ces petits nids, alors embryons plutôt que primaires. L'individu étant seul dans ce nid, c'est très facile de l'attendre à son retour, de la supprimer, de l'écraser. Et là, il n'y a absolument ou quasiment pas de danger et ça reste du domaine accessible pour tout le monde. Là où ça ne va pas être le cas quand les nids sont très très développés plus loin dans l'année. Là, nous avons, vous allez voir les deux images suivantes. Cette première image où on est en 2005, découverte de ce frelon asiatique dans le Lot-et-Garonne. Et là, nous sommes en 2020. Et là, on voit bien que une partie de l'Europe est contaminée, une partie de l'Europe est colonisée par ce frelon asiatique et sa colonisation continue. Donc, il gagne à peu près 100 km par an. Il suit souvent les cours d'eau. Le frelon a besoin, comme la guêpe, eh bien, pour construire son nid, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'eau, mais il a également besoin de bois. Donc, avec cette eau et ce bois, il va fabriquer du papier. C'est pour ça que ces nids sont magnifiques. On ne peut pas dire, c'est un très bel individu également. La construction sont très, très jolies. Les nids sont très légers. C'est du papier, c'est de la cellulose. Eh bien, pour se développer, ils vont suivre les cours d'eau, comme beaucoup d'envahisseurs d'ailleurs. Et donc, ce frelon va prendre à peu près 100 km par an. Donc, vous voyez, en l'espace de 17 ans, une partie de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique et même de l'Angleterre ont été colonisés par cet individu. L'alimentation du frelon est composée, alors on peut distinguer deux zones différentes, on va dire les zones de campagne et les zones plus urbaines. En campagne, ça va être plus compliqué pour lui d'aller se servir, entre guillemets, dans les ruchers. Donc, il va essentiellement chercher son alimentation plutôt dans la faune sauvage, dans l'entomofaune. Et en milieu urbain, eh bien, les ruchers étant un peu plus concentrés, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'aller se nourrir devant les ruchers et notamment dans les petits ruchers. Et ça pose un réel souci chez les apiculteurs non professionnels, les apiculteurs de loisirs, qui sont confrontés à cet envahisseur, puisque souvent c'est la prédation la plus importante dans les petits ruchers. Donc là, on a trois exemples avec trois répartitions différentes que vous pouvez détailler. On voit bien artificialisé, campagne et forestière. Eh bien, il se nourrit de tout. Le frelon ne se nourrit pas que d'abeilles, il se nourrit également d'insectes sauvages. D'arguments. Mais même si on le verra plus loin dans l'utilisation de nos pièges, même si on essaye de les rendre les plus sélectifs possible, eh bien, en début de piégeage, nous prenons des insectes non désirés.
bien, malgré ça, eh bien, le frelon asiatique impacte beaucoup plus l'entomofaune, les insectes sauvages, que ce que nous, apiculteurs ou autres, essayons de piéger dans nos pièges. Donc, les ruchers les plus vulnérables, les petits ruchers. Donc, c'est facile à comprendre. Quand ils ciblent 2 ou 3 ruches dans un petit rucher, eh bien, c'est une catastrophe. Souvent, les apiculteurs n'ont guère le choix de déménager leur ruche. Et dans les ruchers beaucoup plus importants, on voit que le frelon, il est plutôt, il n'est pas perdu, mais il va passer d'une ruche à l'autre, sauf qu'à un moment, il va cibler une ruche. Alors, comment la marque-t-il? On pense que c'est avec des phéromones, tout simplement. Et quand ils vont cibler une ruche ou deux dans des ruchers importants, eh bien, ils vont se concentrer à épuiser cette ruche-là notamment. Les ruchers les plus vulnérables, les ruchers urbains et périurbains. Aujourd'hui, nous savons que le frelon asiatique est plutôt un individu qui va se réfugier, alors je ne vais pas dire en ville forcément, mais la fondatrice, n'ayant pas la capacité de construire son nid embryon ou son nid primaire d'une façon suffisamment solide pour subir les intempéries, va toujours construire son nid primaire à l'abri, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vous rappelle, hein, c'est un nid qui a la grosseur d'une balle de tennis, globalement. Ce nid va être toujours à l'abri. Eh bien, c'est à nous d'aller les chercher, d'être attentifs en permanence. Un abri bois, une avancée de toit, un compteur électrique, un boîtier électrique, une boîte aux lettres. Dès qu'il va y avoir un contenant suffisant, eh bien, c'est à nous d'être attentifs. Et à partir du moment où nous allons détecter cette chose-là, ce petit nid embryon, ce tout petit nid primaire, je dis bien petit nid primaire, eh bien, il faut attendre le retour de cet individu femelle. Elle pénètre dans son nid et là, il suffit de l'écraser et la vie du nid s'arrêtera à ce moment-là. Donc, le premier objectif, eh bien, c'est détecter ces nids primaires et tout le monde est en capacité de le faire à partir du moment où nous savons ce que c'est. Prédation sur les ruchers, la prédation la plus importante, rappelez-vous un petit peu le cycle biologique et la période deuxième partie de l'année, à partir de juillet, août, septembre, octobre, novembre, où là, les nids sont vraiment très développés. C'est des nids qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre de haut, 60 cm de diamètre et avoir une capacité d'à peu près 6 à 8 000 individus. C'est un réel problème à ce moment-là pour les ruchers notamment, mais pas que. Pourquoi je vous dis pour les ruchers notamment? Parce que les ruchers, nous pouvons les quantifier. Devant ces ruchers, nous voyons le frelon asiatique qui est en chasse permanente. Un frelon chasse-l'autre, des fois on en a 2 ou 3, voire plus, qui est en vol stationnaire devant les ruches. Ça va occasionner 2 choses. Il y a une prédation de ce frelon sur les individus abeilles, mais il y a aussi un stress qui est occasionné sur la colonie. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de coévolution entre le frelon asiatique et nos abeilles, eh bien, nos abeilles ont adopté une stratégie qui en fait est à l'inverse de ce qui est fait notamment dans son pays d'origine, dans cette partie du monde d'origine de ce frelon asiatique, c'est-à-dire que les abeilles le laissent venir. Et lui, il le sait que si jamais il pénètre dans une ruche ou dans un endroit, eh bien, c'est quasiment sa mort annoncée, puisque les abeilles asiatiques d'Asie vont l'entourer, vont créer une boule de chaleur autour de lui et lui va mourir d'hyperthermie. Les nôtres, à l'inverse, font barrage devant l'entrée de la ruche. En fait, ça lui sert, lui, simplement de libre service pour se servir des individus. Nos abeilles ne travaillent plus, ça ralentit le développement de ces colonies-là. Voilà, effet sur les colonies, les abeilles stressées, en fait, c'est un stress permanent. Elles vont rentrer beaucoup moins de nectar, elles vont rentrer beaucoup moins de pollen, et ce qui va ralentir la ponte de la reine à un moment où, en théorie, la reine devrait avoir une reprise de ponte. Je vous resitue la période, hein, c'est plutôt septembre, octobre, novembre, c'est-à-dire que la reine devrait redévelopper sa ponte du fait du manque de ressources, du manque de matière en termes de pollen et de nectar. Eh bien, les ouvriers en capacité de produire de la gelée royale ne peuvent pas le faire, et ça va impacter la ponte de la reine. Et au lieu d'avoir des colonies fortes pour aborder la saison hivernale, on va avoir des colonies plutôt faibles, on va avoir des toutes petites grappes d'abeilles. Et bien ça, en fait, ça impacte directement les ruches. Il n'y a pas de renouvellement de population et on a plus de soucis
avec ce type de fonctionnement, ce type de modèle, c'est-à-dire des petites populations, que des morts ou des ruches pillées directement du fait de la présence du frelon asiatique. Donc voilà une image qu'on aimerait ne pas voir. Là, clairement, il a fait pression, il a réussi à vider l'ensemble de la ruche. Et là, le frelon a investi directement la ruche à partir du moment où il n'y a plus de résistance, où il n'y a plus de gardiennage possible. J'invite les apiculteurs notamment à être très vigilants sur le matériel qui est entreposé dans les ruchers, des ruches vides, des hausses vides, parce que le frelon est en capacité d'aller construire ses nids à l'intérieur de ce genre de choses. Donc soyez toujours attentifs et vigilants aux vols d'insectes qui peuvent s'opérer autour de ces matériels qui sont entreposés. Les conséquences pour l'apiculteur, c'est la disparition des colonies. Pour les apiculteurs dont c'est d'un revenu, bien évidemment, les revenus vont être impactés, qu'ils soient principaux ou secondaires. La nécessité de reconstituer le cheptel, c'est-à-dire que c'est une cause de plus du dysfonctionnement des ruchers, puisque pour rappel, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, on voit bien les difficultés qu'il y a dans les ruchers, à savoir les mortalités ou les dysfonctionnements qui sont essentiellement dus aux molécules de synthèse, à un manque de diversité alimentaire en campagne, aux maladies et aux parasites qui sont présents dans les ruches. Et bien aujourd'hui, le quatrième volet va être le frelon asiatique qui impacte grandement l'ensemble de nos colonies et depuis peu le dérèglement climatique qui vient également participer à tous ces dysfonctionnements. Je vous parle du dégât sur les abeilles. Le frelon asiatique, en fait, lui, il n'a pas de religion, il se nourrit là où il peut. En campagne, il va plutôt s'orienter vers les insectes sauvages et il va fortement impacter la biodiversité locale. Dès qu'il va avoir besoin de se nourrir, ça va être de l'abeille, mais pas que. Tous les insectes en capacité de le nourrir vont se faire attraper par lui. Et donc, il va avoir une pression très, très importante sur l'ensemble des insectes dans son périmètre de chasse. Le deuxième problème, c'est les risques pour l'homme. Il est très, très agressif dès qu'on rentre dans son périmètre, le périmètre du nid. Le problème, c'est que les nids qui sont constitués, les nids secondaires notamment, qui sont souvent constitués, voire bien cachés dans la végétation, et ça reste un souci majeur. Eh bien, la personne, tant en particulier que des services des espaces verts ou de sociétés d'élagage, etc., eh bien, ne vont pas forcément les voir du premier coup. Et les vibrations occasionnées par la tronçonneuse, par le taille-haie, par peu importe, va déclencher une agressivité et un instinct de défense. Et là, vous allez assister à une attaque massive de ces individus à partir du moment où vous allez pénétrer dans son périmètre d'habitation. Je vous répète, soyez très très attentifs dans le cadre de l'entretien de végétation, parce que les nids, vous verrez plus loin dans les slides, eh bien, les nids, on ne les voit pas ou très peu. Et autant jusqu'à très peu de temps, les nids étaient plutôt en hauteur, eh bien, on se rend compte qu'au fil des années, eh bien, on trouve aussi de plus en plus de nids à hauteur d'homme. Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas de prédateur et son mode de fonctionnement, là-dessus, on n'a pas d'informations. L'impact sur l'environnement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la concentration des nids de frelons fait que la destruction de l'entomofaune, des insectes sauvages, va simplement générer un impact. C'est-à-dire que les insectes sont de très bons auxiliaires, notamment en termes de pollinisateurs. Eh bien, à un moment donné, il faudra aussi prendre conscience que ce sont nos alliés, et par voie de conséquence, la disparition des insectes pollinisateurs, eh bien, va certainement impacter à un moment déjà toute la chaîne alimentaire en termes d'oiseaux qui, aujourd'hui, on le sait, est fortement impactée par le manque de nourriture. Par définition, un insectivore mange les insectes. Eh bien, la deuxième conséquence également, c'est par voie de conséquence, le manque de pollinisateurs va commencer sérieusement à impacter, pourrait fortement impacter les rendements agricoles parce que la pollinisation va être de plus en plus compliquée. Donc, vous voyez, en fait, ce frelon asiatique n'est pas qu'un problème d'apiculture, c'est un problème général tant apicole, tant aussi de sécurité, puisque tout le monde,
soyez vigilants parce que l'accident peut arriver, mais aussi, on voit bien en termes de quantité de pollinisateurs, de pollinisation, de rendement agricole, c'est un vaste sujet. Là, nous avons une image sur l'impact sur l'environnement. Donc, le frelon asiatique est un invasif, il n'a pas de prédateur. Il n'y a pas eu de coévolution dans nos territoires entre cet individu et un prédateur potentiel, ce qui va occasionner un effet direct sur un déséquilibre sur l'entomofaune. Les abeilles, les ruches, nous savons combien nous en avons, tout est quantifié, mais sur les bourdons et les autres insectes, c'est beaucoup plus compliqué de faire des mesures et des comptages. Ben là, voilà à peu près le schéma global de ce que le frelon asiatique va consommer. Alors là, c'est une moyenne sur aussi bien urbain que campagne, mais on voit quand même qu'il a un sérieux impact sur l'ensemble des insectes. Ce n'est pas qu'un problème apicole, c'est vraiment un problème général sur de l'impact de cet individu sur l'ensemble des insectes. Son mode de chasse, il est en vol stationnaire devant les ruches. Très souvent, il attend l'abeille qui est fatiguée, qui rentre du butinage, qui est lourde, et il va la prendre, il va l'attraper, et lui, il va aller un petit peu plus loin. Il va s'accrocher, il va lui couper la tête, il va lui couper l'abdomen, et il va garder que la partie protéinique, la partie thorax. Ensuite, cette partie musculaire, cette partie protéinique, il va la ramener à son nid, et il va s'en servir pour fabriquer une bouillie et alimenter ses larves. Voilà la principale action que ce frelon a sur nos ruches, hein, c'est cette prédation où il va prendre de l'individu. Donc là, nous étions dans la partie présentation et la partie impact. Et depuis de nombreuses années, nous avons essayé de développer un moyen de lutte, des moyens de lutte. Voilà ce que nous avons réussi à mettre en place par nos réseaux d'apiculture, par nos réseaux d'apiculteurs, nos syndicats d'apiculteurs, tous les gens qui se sentent concernés et qui essayent en fait de lutter contre prédateurs sans impacter trop l'ensemble des insectes. Pendant longtemps, le piégeage de printemps a été décrié. On rend compte aujourd'hui que c'est quand même une solution qui porte ses fruits. Donc sur ce tableau, nous avons différentes phases, les phases 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Nous nous situons actuellement avril 2022 dans la phase 1. Et l'idée, c'est détecter les nids embryons, les nids primaires, de les éradiquer, mais aussi à partir du moment où la météo sera plutôt favorable aux floraisons, à la réémergence de ces individus femelles fécondés qui sont avides de glucides pour se refaire une santé, d'aller butiner, eh bien, c'est d'installer des pièges dans les zones de butinage, essentiellement, afin que ces individus femelles viennent se servir dans nos pièges et par définition soient piégés dans nos pièges. Et une femelle piégée dans chaque piège, eh bien, ça sera un nid en moins en saison. Donc, plus on réussira à prendre de fondatrices là sur 2022, début de saison, moins évidemment on aura de nids qui seront installés dans notre environnement. La phase 2, avril, mai, juin. Je vous parlais des nids embryons et des nids primaires. Donc là, on peut continuer le piégeage, mais essentiellement également rechercher ces nids embryons et primaires et les éradiquer. La fondatrice est toute seule pour la construction et toute seule pour la ponte. Et il va falloir attendre fin juin, début juillet pour qu'il y ait suffisamment d'ouvrières frelons qui elles-mêmes vont prendre en charge la continuité du développement de ces nids. Et à ce moment-là, la fondatrice va consacrer le restant de sa vie uniquement à la ponte. Et les ouvrières vont commencer, elles, à organiser la prédation sur les insectes et les abeilles en particulier, sur juillet, août, septembre, octobre, parce que c'est à ce moment-là, donc dans la zone bleue, que les développements des nids secondaires, donc ces fameux nids qui vont aller se percher à des hauteurs pas possibles, va être de mise. Et donc là, ça va nécessiter beaucoup de protéines, donc beaucoup d'insectes. Donc la chasse va augmenter. Ensuite, on va s'orienter vers une dernière phase à partir de septembre, octobre, novembre. Et là, c'est une deuxième phase de piégeage, un peu à l'image de la phase 1. L'idée, c'est de piéger
les futures femelles fondatrices qui vont quitter les nids pour aller hiberner individuellement. Donc, elles vont se charger en glucides, il leur faut de l'énergie. Eh bien, elles vont chercher tout ce qui va être matière sucrée. Eh bien, l'idée, c'est de les piéger dans nos pièges. Et chaque femelle piégée sur 2022 sera un nid en moins sur 2023. Donc, tout ça, ce sont des ordres de grandeur quant aux périodes, mais les facteurs principaux, les facteurs déclencheurs pour interpeller l'attention sur ces périodes-là restent la météorologie. On voit bien l'exemple d'aujourd'hui, hein, nous sommes le 4 avril, je crois. On a pris du -6 ce matin. C'est évident que si on vous dit, si on regarde le schéma phase 1, avril, piégé, les pièges ne fonctionneront pas. Il faut vraiment être attentif, oui, au calendrier, mais également aux températures, à l'humidité ambiante, à ce qui se passe dans l'environnement, est-ce que les insectes sortent, etc., etc. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Les fondatrices, phase 1, la fondatrice est vulnérable parce qu'elle est seule. Période février à mi-mai, température supérieure à 15 degrés. Durée du piégeage, 45 à 50 jours maximum. Pourquoi 50 jours maximum? Pourquoi on arrête mi-mai? Parce qu'ensuite, on va prendre trop d'insectes non désirés dans nos pièges. Et ce n'est pas le but du jeu. Toutes les femelles fondatrices auront déjà établi leur nid quelque part, donc on n'arrivera pas à les prendre. À partir de ce moment-là, vous arrêtez les piégeages. Phase 2, recherche et destruction des nids primaires. Phase 3, préparation et piégeage sur le rucher. À partir du moment où le frelon asiatique n'est pas présent sur les ruchers, ne piégez pas. Vous allez plutôt avoir tendance à les attirer. Mais à partir du moment où vous pensez qu'il y a une prédation importante, là oui, vous allez piéger. Phase 3 et 4, protection des ruches. Nous verrons ça un petit peu plus loin, les façons de protéger les ruchers ou d'essayer de les protéger. Voilà un type de piège qui est vendu dans le commerce pour piéger les fondatrices. Ce n'est pas des pièges très gros parce que ce n'est pas des populations importantes que nous allons chercher à attraper, c'est plutôt les fondatrices. Et quand je vous disais que ça a été des expériences menées par les apiculteurs, mais pas que, l'ITSAP est venu également, eh bien, il y a une corrélation positive entre la diminution du nombre de nids et les piégeages de printemps. Et ça ne s'est pas fait que sur une saison, mais sur plusieurs saisons. Et aujourd'hui, on peut dire que le piégeage de printemps a un impact positif sur le non-développement des nids en saison. Là, nous sommes sur des pièges fabrication maison. Ça peut être de très bons exercices avec des scolaires, ça peut être de très bons exercices dans les parcs et jardins, ça peut être de très bons exercices pour tout le monde. Voilà, c'est une forme de recyclage de bouteilles plastiques, mais le plus important, c'est de permettre aux insectes non désirés de pouvoir ressortir, donc de faire quelques trous dans les bouteilles d'à peu près 5 mm, 5 mm 5, de telle façon que les insectes non désirés, les plus petits, puissent ressortir de ces pièges. Le plus important, c'est de lui prévoir une protection de telle façon qu'il ne pleuve pas dedans. Ou, comme l'image de droite, hein, au lieu de faire l'entrée sur le dessus, faire l'entrée sur le côté. Avec l'attractif. L'attractif, eh bien, ça va être un mélange de bière, de vin blanc et de sirop de fruits rouges. L'alcool repoussant les abeilles et le sucre attirant les frelons. Ensuite, vous avez les deux modèles, entre autres, d'exemples du commerce. Vous voyez, tout ça fonctionne, alors plus ou moins bien. Quand vous allez poser vos pièges, mettez-les dans des zones plutôt ensoleillées, parce qu'on s'est rendu compte que la température faisait rendre l'appât attractif. Quand vous allez installer vos pièges, si au bout de 15 jours, vous n'avez attrapé aucun frelon, parce qu'en fait, c'est ça le plus compliqué, eh bien, changez l'appât. L'appât va perdre de son attractivité, va moisir, sera beaucoup moins attractif. Donc, vaut mieux peut-être attendre avant d'installer des pièges trop tôt en saison. Vaut mieux attendre la période favorable, donc température suffisante, humidité suffisante, mais aussi végétation suffisante. Dès qu'on voit que ça butine, eh bien, à ce moment-là, installer les pièges. Ne pas se précipiter pour les installer. Et à partir du moment où vous aurez des pièges qui vont être amorcés, c'est-à-dire vous avez des frelons qui les ont investis, quand le piège sera plein, vous le videz,
vous remplacez l'appât, mais surtout, vous ne les lavez jamais. Le frelon, en entrant dans ces pièges, aura déposé ses phéromones et le piège va devenir attractif. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc ici, on a un exemple de piège cloche. Ce sont les pièges les plus répandus actuellement. Et vous avez des possibilités de réduire les entrées. Alors, ça va gêner l'entrée, mais ça va aussi gêner la ressortie. C'est-à-dire que parfois, quand les pièges sont pleins, bien, les frelons ont tendance à ressortir. Eh bien, vous pouvez les améliorer ou essayer de les améliorer en réduisant les entrées avec de différentes façons. Donc, la chasse aux fondatrices, ça c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. La température est un élément déterminant. Le piégage au printemps doit se mettre en place au moment où les reines fondatrices commencent leur nid primaire, qui correspond au moment du printemps où la chaleur est installée. Ça, c'est très, très important. Je vous dis, ne vous précipitez pas sur l'installation des pièges quand on a des températures trop froides. De toute façon, ça ne fonctionnera pas et ça va, l'appât va être altéré assez rapidement. Les emplacements à proximité des nids de l'année précédente. Alors souvent, il nous est dit, les nids secondaires, on va les détruire jusqu'à novembre, peut-être début décembre selon les régions, parce qu'on sait qu'ensuite, il n'y a quasiment plus de frelons, il n'y a surtout plus de fondatrices à l'intérieur. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de noter l'emplacement de ces nids, parce que les fondatrices qui ont quitté les nids vont aller hiberner à proximité de ceux-ci. Et l'année suivante, elles vont ressortir dans les mêmes zones. Eh bien, essayons de piéger dans ces zones-là, dans des endroits ensoleillés. Et de préférence, et ça se développe dans de nombreux territoires, avoir un référent ou des référents qui maîtrisent bien le sujet, soit pour notifier, quantifier ou pour aller prendre des conseils auprès de ces personnes qui maîtrisent le sujet mieux que d'autres. Là, nous avons deux pièges du commerce qui sont vendus dans différents endroits, notamment les fournisseurs apicoles. Donc, avec le temps, tout ça a évolué. Et le principe est simple. Ici, on a un système de grille qui va permettre en fait la ressortie ou la sortie des insectes non désirés. Donc là, l'appât va être plutôt soit des brèches, soit des morceaux de cire, soit de la cire avec du miel. Ici, c'est pareil, on a un système de cône. Eh bien, les insectes vont y pénétrer, mais les grilles qu'on a ici vont permettre la sortie des insectes non désirés. Donc, c'est selon les moyens, c'est selon l'accessibilité, c'est selon plein de paramètres. L'objectif n'étant pas de piéger des insectes non désirés, l'objectif étant de piéger du frelon. Mais malheureusement, depuis 17 ans, eh bien, nous sommes obligés de nous débrouiller avec les moyens du bord parce que le frelon est classé en nuisible catégorie 2, c'est-à-dire en gros, il faut qu'on fasse avec nos propres moyens. Il n'y a aucune prise en charge sur l'organisation et le financement de tout ça. Donc essayons de faire au mieux avec ce dont nous disposons en étant conscients de l'impact que nos pièges vont avoir sur l'entomofaune, mais en restant aussi sur l'objectif premier, c'est-à-dire le piégeage avant tout du frelon. Là, nous étions sur la phase piégeage, nous allons rentrer sur la phase destruction des nids. Et comme je vous disais il y a quelques instants, on voit ici un nid qui est à l'abri sous un plancher. Là, on voit un nid qui a été certainement construit dans une ruche ou une ruchette stockée. Là, on est sur un rail de doublage. Donc, ça veut dire que les nids peuvent être n'importe où. Là, ils font 4-5 cm de diamètre. C'est très facile de les détruire. Bon, là, on a deux individus, mais souvent, c'est un seul. Je vous dis, vous attendez que l'individu soit rentré au nid. Vous prenez n'importe quoi, une raquette, une planche, pas vous écrasez le nid, c'est terminé. On ne parlera plus des nids secondaires à partir du moment où on aurait éliminé l'individu premier, c'est-à-dire la fondatrice. Là où ça se complique, c'est en saison. On est sur les mois de juillet. Les nids primaires sont arrivés à saturation et la stratégie du frelon asiatique, c'est d'aller s'installer dans la végétation suffisamment haut. Et là où elles vont élaborer les nids secondaires. Le problème, c'est que face à tous ces feuillus, face à tous ces résineux, c'est très compliqué d'aller trouver des nids. Bon, là, j'en ai isolé deux et on voit bien les tailles importantes. Mais là, on est à peu près à 20 mètres de hauteur.
les tailles importantes de ces nids et l'impossibilité très très souvent de les détecter, sauf en arrière-saison, à partir du moment où il n'y a plus de feuilles. Et là va se poser la question, en arrière-saison, doit-on détruire ou pas? C'est selon les régions, c'est selon l'importance du nid, c'est selon l'activité qu'il va y avoir autour de ces nids. Jusqu'à fin novembre, il est plutôt conseillé de les détruire. Parce que là-dedans, vous avez peut-être encore des fondatrices. On voit bien que le changement climatique, le dérèglement climatique, aujourd'hui, décale beaucoup les calendriers, décale beaucoup les développements, même des ruches. Hein, donc les frelons, à partir du moment où on est encore sur mi-octobre, fin octobre, il est plutôt conseillé d'aller détruire ces nids. Voilà un exemple de nid à gauche, donc une coupe. Le frelon, comme la guêpe, bâtit horizontalement, nos abeilles bâtissent verticalement. Ce sont des belles constructions, enfin, c'est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Malheureusement, c'est un ravageur, c'est un prédateur pour nos abeilles. Et longtemps, il nous a été également opposé une compétition entre les fondatrices. Et là, sur l'image de droite, vous avez un exemple comme quoi il n'y a pas de compétition entre les frelons. Dès qu'elles peuvent s'installer, dès que les colonies peuvent s'installer, les familles peuvent s'installer, dès qu'ils trouvent les conditions nécessaires et suffisantes, eh bien, eux, ça ne les dérange pas d'avoir 3-4 nids côte à côte. Et pour ce qui nous intéresse un peu plus en tant qu'apiculteurs, eh bien, ça va être la protection de nos ruches. Donc, se sont développées différentes possibilités, différents matériels, différentes stratégies. Là, on a l'exemple d'une portière, hein, ça s'appelle une portière, où les arcades vont être plus basses que celles qu'on avait auparavant. Il est conseillé de les installer le plus tôt possible en saison. Alors, qu'est-ce que veut dire le plus tôt possible en saison? C'est-à-dire août. Mais ce genre de portière peut avoir un défaut majeur. Il faut que l'apiculteur soit bien attentif quand il visite ses ruches, qu'il n'y ait plus de mâle à l'intérieur de ces ruches. Parce que le mâle de la ruche étant plus gros que l'ouvrière, lui ne peut pas sortir. Donc, ça reste un souci. Poser ces portières-là, oui, mais attention, hein, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de mâle à l'intérieur des ruches. La diapo qu'on a eue tout à l'heure, où on voit les frelons asiatiques qui investissent massivement une ruche, en fait, ces portières-là empêchent le frelon asiatique de pénétrer à l'intérieur de la ruche. Donc ça, c'est une solution qui aujourd'hui, c'est pas mal généralisé. On a une autre solution, ce qu'on appelle les muselières. Les muselières, en fait, l'idée, c'est quand il n'y a pas de muselière, la zone de chasse, c'est-à-dire la planche d'envol, la porte d'entrée de la ruche est réduite. La muselière, ça va être d'augmenter la surface de chasse. Et là, on voit que l'abeille passe, le frelon est un peu plus gêné dans sa prédation parce qu'il est obligé de surveiller plus de surface. Donc, ça peut être une solution. Toujours dans le même ordre d'idée, là, ce sont des filets avec des mailles bien précises où l'abeille va passer. Et là, on a largement augmenté la surface de chasse du frelon. Donc, il a beaucoup de mal à s'organiser quand il est face à ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est réalisable sur des petits ruchers qui sont concentrés dans des endroits bien précis. Ça n'est pas réalisable partout. Mais ce sont des solutions qui fonctionnent en plus du piégeage. Une autre solution qui est à prendre malgré tout avec précaution, vous prenez une plaque qui puisse résister à l'humidité, vous y mettez de la glu, vous y mettez des brèches de cire, tout ce qui peut sentir le miel, et vous allez installer ça dans des endroits où la prédation est importante. Attention, quand vous mettez ce genre de choses, prévoyez dessus d'y mettre un grillage, parce que les oiseaux peuvent facilement venir s'y coller. Donc soyez très attentifs à ça. À partir du moment où le frelon va être présent, on va prendre quasiment pas d'abeilles. Le frelon va être un répulsif, l'abeille le sent et va plutôt fuir ces zones-là. Donc même s'il y a de la cire, même s'il y a du miel, le frelon va être attiré, mais l'abeille va avoir tendance à être repoussée du fait de la présence du frelon, du fait de ces odeurs. Mais je répète, soyez bien attentifs et vigilants. Si vous mettez ce genre de choses, eh bien prévoyez une couverture avec un grillage à maille assez petite quand même pour ne pas que les mésanges, les moineaux, les passereaux en fait, viennent se coller sur la plaque de vie. Vous voyez qu'on n'ait pas un impact négatif sur le reste du vivant. Là, c'est plus un bricolage d'apiculteur et c'est de là que sont nés en fait les pièges dont je vous parlais tout à l'heure de grilles. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une grille à reine.
eh bien, ça permet, tous les insectes vont rentrer par cet orifice, c'est un seau en fait, hein. Les insectes vont rentrer par cet orifice. À l'intérieur de ce seau, vous mettez un attractif, souvent je vous dis miel, brèche de cire, etc. Et les insectes non désirés vont pouvoir ressortir. Et à l'intérieur, il ne resteront que les frelons qui vont rester piégés à l'intérieur de ce piège seau. Tout ça, ça a été mis en place au fil du temps par les apiculteurs. Ensuite, d'autres personnes sont venues se pencher sur la question et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des pièges qui sont issus de l'industrie, qui fonctionnent aussi très bien, mais bon, qui ont un coût supérieur. Voilà à peu près la palette de solutions pour lutter contre cet envahisseur. C'est pas parfait, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais les réducteurs d'entrée, les muselières, la protection par filet, la glu, le piège chaud et le piégeage en début de saison et en arrière-saison peut permettre d'avoir quand même l'abaissement de la pression de ce prédateur sur nos ruches essentiellement, mais aussi sur l'ensemble de l'environnement. Malheureusement, la seule solution en cas d'attaque massive, eh bien, c'est le déménagement des ruches et de les amener le plus loin possible des habitations. Donc, je vous répète, le frelon asiatique est plutôt citadin parce que la fondatrice, en début de saison, n'a pas la capacité de construction suffisamment solide de son nid primaire, de son nid embryonnaire. Et bien ensuite, le nid secondaire va être installé quasiment dans les mêmes zones. Et à l'inverse, eh bien, en campagne, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Et donc, on s'est rendu compte que le frelon asiatique est plutôt urbain, périurbain. D'où la solution quand vraiment on a des attaques massives, parce que malheureusement ça arrive. Eh bien, c'est la seule solution, c'est le déménagement des ruches dans des endroits beaucoup moins impactés par le frelon asiatique. Pour parler de l'UNAF et pour parler de nos demandes depuis plus de 15 ans, eh bien, c'est un plan de lutte obligatoire construit en collaboration avec les apiculteurs. Le début de ce plan de lutte obligatoire construit avec les apiculteurs, eh bien, c'est le piégeage qui a enfin été ou quasiment reconnu comme quelque chose de plutôt positif. Pendant de nombreuses années, on a été considérés comme des destructeurs. Je suis désolé, moi je suis apiculteur, j'essaye de sauver mes ruches, eh bien, je fais avec les moyens dont je dispose, en étant conscient que tout ça, c'est pas parfait, mais que j'ai aussi des ruches qui ont beaucoup de mal à exister. La deuxième demande, c'est une prise en charge financière de la destruction des nids. Alors là, c'est très, très variable. À l'UNAF, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de collectivités qui ont fait le choix de financer soit l'entièreté, soit une partie de la destruction des nids. Et nous les en remercions parce que ça reste quand même, exceptionnel que des collectivités fassent le choix de ce genre d'action. On ne peut que les remercier et les féliciter de venir nous aider parce que c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de l'ensemble de nos insectes, de nos abeilles en particulier. Je vous disais, la reconnaissance du piégeage de printemps comme une méthode de lutte qui est enfin aussi reconnue, mais ça n'a pas été facile. Et le dernier point, qui reste quand même une demande majeure, c'est une lutte par confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des pièges non sélectifs, eh bien, c'est de proposer sur le marché des pièges à phéromones. Et il y a à peu près 3 semaines, un mois, il y a une info qui est sortie. Donc, 2 chercheurs, un français et un chinois, ont réussi à isoler des phéromones sexuels du frelon asiatique. Donc, c'est une nouvelle piste qui se dessine. Maintenant, quel va être le délai et le coût pour avoir accès à ce genre de choses, mais c'est vraiment la solution. C'est-à-dire la confusion sexuelle permettra de piéger un des deux individus et la reproduction sera beaucoup plus compliquée, d'où on espère une diminution de ces populations de frelons asiatiques. L'UNAF, c'est aussi un suivi depuis très nombreuses années et nous avons sorti en mars 2021 un hors-série qui est disponible à l'UNAF. N'hésitez pas de contacter l'UNAF. Dedans, c'est un condensé de tout ce que je viens de vous dire. Il est à disposition pour l'ensemble des personnes qui vont le demander. Et cette dernière petite diapo sur le frelon oriental, Vespa orientalis. Alors ça, c'est une nouveauté, automne 2021 à Marseille. Est-ce un nouvel envahisseur? Est-ce un nouveau prédateur? Il a été détecté à Marseille. Sa présence naturelle, à lui, c'est plus l'Europe du Sud-Est, Balkans, Turquie, sud de l'Italie, les zones chaudes, nord-est de l'Afrique, Moyen-Orient. Mais le changement climatique
le dérèglement climatique fait que son aire de répartition va certainement évoluer. Même mode de fonctionnement, il niche dans les cavités sous terre ou au-dessus du sol. Donc son arrivée est à surveiller, mais ne doit surtout pas éclipser la lutte contre le frelon asiatique. Merci de votre attention. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous parler de tout ça. N'hésitez pas de contacter UNAF pour d'éventuels renseignements. Merci à tous. Merci Dominique pour ces informations capitales. Tout cela ne s'improvise pas. La PGRC a décidé de construire un partenariat avec l'UNAF et d'œuvrer en corrélation avec ses adhérents, tous nos parcs et jardins qui possèdent des ruchers, mais aussi en direction des visiteurs de jardins. Une meilleure information, des actions régulières afin que l'abeille, grande cause nationale 2022, soit préservée. Merci Dominique, à bientôt tous pour un nouveau web module patrimonial.